Bonjour à tous et bienvenue à la masterclass Innover avec le Design Thinking organisée par BPI France Université. BPI France Université qui a pour mission d'accompagner les dirigeants avec des formations en présentiel et en digital. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julien Pasquale, designer, qui va présenter cette masterclass sur 45 minutes, avec 30 minutes de présentation et 15 minutes de temps dédié aux questions et aux réponses. Merci beaucoup. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Julien Pasquale, je suis designer. J'enseigne beaucoup le design dans plusieurs écoles, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce et surtout dans une école de design à la Web School Factory. Et j'interviens aussi pas mal en entreprise pour accompagner les entreprises justement dans la question de dire comment innover, comment réinventer leurs produits et comment le faire avec un regard de designer. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. C'est finalement comment je travaille, comment nous travaillons et quel est ce regard du designer qui va porter et qui va nous aider à faire de l'innovation. Assez souvent on appelle ça design thinking. Généralement quand on parle de design thinking on va parler beaucoup d'outils, on va parler d'approches en double diamant, de fiches persona, de cartes d'empathie, de parcours d'utilisateur. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire pour plusieurs raisons. Alors d'abord, ces ressources, elles sont disponibles, on y reviendra derrière. On a des ressources disponibles chez BPI Université qui en parlent. Mais je ne vais pas le faire pour une autre raison. C'est pas le tour de potier qui fait la pièce de poterie. Finalement, c'est les mains de la potière ou c'est les mains du potier. Et derrière les mains, c'est le geste. Et c'est quelque part l'idée que la potière ou le potier a de la pièce qu'elle ou elle veut créer. Et finalement, c'est pas non plus le pinceau qui fait la toile. C'est quelque part, c'est le propos de l'artiste. C'est le propos de l'artiste qui va se dire voilà ce que j'ai envie de raconter dans ma toile et derrière, il va choisir quel pinceau utiliser, un petit, un fin, un gros, un pinceau à réserve, pour justement arriver à transcrire dans la toile ce qu'il a envie de raconter. C'est exactement la même chose en design. L'outil est une chose, mais l'outil vient après la pensée. Le design porte en lui un regard particulier sur l'objet. Alors je vais parler d'objets, je fais une micro-parenthèse, je vais parler de biens matériels, je vais parler de biens immatériels, ou je peux parler de services, d'applications, de tout ce que vous voulez, je vais dire objet, c'est beaucoup plus facile. Mais donc on a un regard sur l'objet, et comme le potier ou la potière, ou comme l'artiste, finalement, l'outil va nous servir simplement à le traduire. C'est ce regard dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, parce que c'est ce regard qui va porter une capacité d'apporter de l'innovation radicale. Pour comprendre ce regard, je vais vous proposer d'aller faire d'abord un premier voyage dans le monde du design. Et on va commencer le voyage à la fin du 19e siècle. Alors à la fin du 19e siècle, émerge l'idée d'une morale de la forme. Émerge l'idée que la forme est porteuse d'un message. Et cette idée, elle émerge en même temps qu'émerge la révolution industrielle. Et avec la révolution industrielle, l'organisation scientifique du travail ou la conception scientifique des objets. Et quelque part, on voit poindre ce que certains penseurs vont appeler une standardisation des formes de vie inscrites dans les objets. C'est une période où la pensée socialiste est une pensée encore assez forte et un certain nombre de penseurs vont dire c'est pas acceptable. Et donc ils vont dire il faut trouver une autre façon de penser l'objet et ça va nous donner la naissance du design. Ça va nous donner la naissance du design. Alors en Angleterre, on a quelqu'un qui s'appelle William Morris qui va lancer un mouvement artistique qui s'appelle Arts and Crafts qui va nous aider à embellir le monde. Et puis on a un autre exemple ici, la chaise Barcelona, donc designée par Ludwig von der Rock et Lily Reich, qui sont tous les deux issus d'une école assez essentielle qui s'appelle le Bauhaus. Ouais, je le dis très très mal, et moi et l'allemand on n'est pas très doué. Le Bauhaus, fondé à Weimar en Allemagne par quelqu'un qui s'appelle Walter Gropius en 1919. Et Walter Gropius a cette idée de dire si on veut qu'il y ait une interaction entre l'utilisateur et l'objet, il va falloir débarrasser l'objet de toute ornementation. Il va falloir débarrasser l'objet de toute subjectivité. Et donc il va falloir développer ce que lui appelle le typus, c'est-à-dire une forme absolument minimale qui n'est porteuse d'aucun message, parce qu'il va se dire l'utilisateur est quelqu'un de qualité et la qualité de l'utilisateur, il va trouver lui-même le propre message qu'il va mettre dans l'objet. Et à travers ça, il va donc s'émanciper d'une forme inscrite à l'avance. On peut aller encore plus loin dans la découverte d'autres objets et
Il y a celui-là, alors le Bic Crystal. Alors le Bic Crystal, énorme succès, mine de rien, puisque il s'en est vendu plus de 100 milliards d'unités dans le monde, d'après les chiffres officiels de Bic, et il est exposé de façon permanente au MoMA à New York, comme une icône finalement de la société de consommation. Mais qu'est-ce que le Bic Crystal a de très particulier? Alors c'est intéressant, on peut revenir dans les années 50. Dans les années 50, à l'école, pour écrire, vous aviez le crayon à papier, quand vous étiez fils d'ouvrier ou fils de paysan. Alors le crayon à papier, c'était pas cher, mais c'était pas très élégant. Ou alors vous aviez le stylo à encre, le stylo plume, c'était très cher, c'était élégant, mais c'était très cher. Et finalement, le baron Bic, Monsieur Bic, va inventer ce stylo en tirant profit de la capacité que l'on a de thermoformer le plastique et donc donner des formes intéressantes, et en tirant profit aussi du brevet que Laszlo Biro avait déposé sur la pointe bille. Et il va fabriquer ce stylo qui va avoir l'avantage d'écrire à l'encre, en étant quasiment aussi peu cher que le crayon à papier. Et qu'est-ce que ce stylo va changer? C'est finalement Umberto Eco, le penseur italien, qui l'a dit. Il a dit « c'est le seul exemple du socialisme réalisé ». Pourquoi? Parce que ce stylo, quand on l'utilise à l'école, il n'est pas marqueur d'origine de classe sociale. Il ne dit pas votre origine. Il ne dit pas si vous êtes fils d'ouvrier ou si vous êtes fils de commerçant ou de profession supérieure. Il abolit aussi la propriété privée. Il a un énorme avantage, c'est que quand vous aviez un stylo plume et que vous rentriez le soir en l'ayant perdu, c'était pain sur les doigts. Quand vous aviez perdu le stylo Bic, c'était beaucoup moins grave. Et donc il va transformer notre relation au stylo, notre relation à l'école, et à travers ça, effectivement, modifier notre perception qu'on peut avoir du stylo. On peut prendre encore un autre exemple. L'iMac G3. L'iMac G3, 1998. L'iMac G3 a été conçu par Steve Jobs, il va sans dire, c'est un Apple, hein, pardon. Steve Jobs, et aussi un designer qui s'appelle Jonathan Ive. Alors, quel est le point de départ de leur réflexion? Le point de départ de leur réflexion, c'est de se dire, en 1998, l'informatique, c'est des PC, c'est des ordinateurs extrêmement complexes, c'est des ordinateurs qui font peur, c'est des ordinateurs qui sont réservés au fond à des vrais geeks, à l'époque où geek c'était pas très sexy, à des gens qui sont capables de faire l'informatique pointue. Et il dit ça, c'est inacceptable. 1998, il y a déjà aussi Internet qui se développe, on a les premières offres sur Internet, le premier business sur Internet, et donc il faut quelque chose, il faut résoudre le problème de dire il faut un ordinateur que les gens utilisent, il faut un ordinateur qui soit engageant, il faut un ordinateur qui soit rassurant, il faut un ordinateur qui donne envie à monsieur et madame tout le monde d'aller faire de l'informatique. Et donc ils vont utiliser toutes les ressources du design à leur disposition pour faire un ordinateur engageant, pour faire un ordinateur rassurant, sympathique. Entre autres, il y a beaucoup d'exemples, mais entre autres, ils vont supprimer tous les angles droits. Vous pouvez le regarder, si vous en voyez un en vrai, vous allez voir. Il n'y a pas un seul angle droit dans cet ordinateur, il n'y a que des courbes. Alors pourquoi? C'est assez simple en design, on va vous dire la courbe, surtout ces formes très arrondies, vont être une symbolique très maternelle. Et dans une symbolique très maternelle, eh ben finalement, un ordinateur qui ressemble à maman, normalement, elle est bienveillante. Maman, normalement, elle s'occupe de moi, elle me rassure. Et donc l'ordinateur, en ayant ce côté un peu maternel, et aussi joyeux d'ailleurs, va me rassurer. Résultat des courses, d'ailleurs, un tiers des clients qui ont acheté cet ordinateur n'avaient jamais eu d'ordinateur jusqu'à présent. Et donc effectivement, il va permettre de rentrer dans l'univers de l'informatique grand public, mais il va surtout transformer le regard que les gens peuvent avoir sur l'ordinateur. Voilà au fond quelques exemples, hein. Je pourrais en prendre bien d'autres. J'aime bien raconter des histoires, en plus ça pourrait durer longtemps, et là en plus on me tapera sur les doigts à la fin. Donc à chaque fois, ce qui va être intéressant, c'est de se dire quel est le regard que le design a porté sur cet objet. À chaque fois, il y a une relation assez particulière qui s'établit entre l'objet et l'utilisateur. Et cette relation, elle va venir effectivement d'une idée particulière de quelle est la place de l'objet dans cette relation avec l'utilisateur. Et c'est là qu'on va aller toucher au fondement de la pensée qui va gouverner le design, la place de l'objet. Finalement, l'objet, c'est un compagnon de la vie de tous les jours.
C'est ce que nous dit Don Norman, un assez grand designer, il est un peu tout en haut dans notre échelle de design. Don Norman, il a écrit un livre qui s'appelle The Design of Everyday Things. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est que l'objet est un compagnon du quotidien. C'est une rencontre au quotidien avec la vie de tous les jours. Et c'est là-dedans que va devoir s'inscrire la pensée du design, puisqu'on pense l'objet, on va devoir penser cette vie de tous les jours. Et cette réflexion sur la vie de tous les jours va nous amener nécessairement à l'envisager sous un angle d'anthropologie philosophique, de se dire c'est quoi être un être humain. La vie de tous les jours, c'est quoi la vie de tous les jours? Donc on va commencer par une presque tautologie, j'en ai un peu honte mais je vais la faire. Vivre, c'est exister. Une fois qu'on a dit vivre, c'est exister, on va se souvenir de Martin Heidegger qui va nous dire qu'est-ce que c'est exister? Exister, c'est être là. Exister, c'est être au monde. Exister, c'est être dans un tissu de relations et d'interactions avec le monde, avec tout ce qui est en face de nous, avec tout ce qui nous apparaît. Et donc c'est des relations. Mais une particularité de l'être humain, c'est finalement toujours chercher à améliorer sa vie, à rendre la vie plus agréable, à rendre la vie plus facile. Et puis aussi, assez fondamentalement, à trouver sa place dans le monde. À tracer un cercle et dire là, ici c'est chez moi. Ici, c'est là où je suis. C'est mon territoire. Et fondamentalement, il va passer d'un être passif qui existe à un être actif, qui va chercher à dire ici c'est chez moi et qui donc va habiter le monde. Et là, on va toucher du doigt la question fondamentale du design, la question d'habiter le monde. Et l'humain va utiliser des objets, justement, pour s'aider à habiter le monde. Il n'utilise pas que les objets, mais entre autres, il utilise des objets pour s'aider à habiter le monde. Il va utiliser des objets pour faire avec le monde. Ce matin, à Paris, je ne voudrais pas être méchant, mais il faisait super froid. Et donc, comme il faisait super froid, j'ai mis un pull. Voilà, je l'ai enlevé, mais le pull m'aidait à faire avec le froid qu'il y avait ce matin. Mais en même temps, l'être humain, il cherche toujours à transformer le monde qu'il habite. Il ne se contente pas d'être passif, il va chercher à le transformer. Il va chercher finalement à faire advenir un futur souhaité. Il a un désir de futur, il a un rêve de futur, il a des choses qu'il aimerait voir arriver et il va essayer de les faire advenir en utilisant les objets. Et donc, sa façon d'habiter le monde, c'est aussi d'établir des projets. En faisant cette masterclass, j'ai un projet. Mon projet, c'est effectivement, si possible, d'essayer de convaincre ou de donner l'intention à un certain nombre d'entre vous de penser différemment l'objet et donc de penser différemment la relation et donc de faire ce que moi je pense être bien pour le monde. Donc on établit des projets et on va opérer ces projets. C'est fondamentalement comme ça qu'on habite le monde. Et donc, c'est comme ça que le design va devoir penser l'objet. Comment l'objet participe à l'habitabilité, au fait d'habiter le monde. Après, on est au monde en étant dans le monde. Encore une fois, c'est Martin Heidegger qui nous dit ça. On est dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est physiquement, on est matériellement dans le monde. Là, je suis dans une salle, je suis juste avec Elodie, on n'est que deux et il fait un peu frais. Ça, c'est être dans ce monde-là. Et donc, je l'habite ce monde matériellement. Je l'habite matériellement dans ma relation physique aux choses et dans mes besoins physiques aux choses. Pour habiter le monde matériellement, je vais par exemple, pour revenir à la poterie, utiliser une tasse. Et je vais utiliser le tasse pour boire mon thé, parce qu'on peut toujours essayer de boire le thé avec les mains, mais c'est beaucoup moins simple. Donc pour habiter le monde, je vais utiliser l'objet qui va me permettre de l'habiter matériellement. Mais on est aussi avec. Être avec, ça veut dire on le partage le monde. Le territoire que j'habite, je le partage avec d'autres personnes. Donc je suis dans un faisceau de relations sociales avec ces autres personnes. Et donc je vais l'habiter socialement, le monde. Si j'invite des amis à venir à la maison, je peux avoir envie qu'ils soient heureux, qu'ils soient joyeux ou qu'ils trouvent une jolie table une jolie table pour manger. Il n'y a pas que le vin qu'on va boire, il y a aussi ce dans quoi on va le boire. Et donc je vais pouvoir avoir envie d'utiliser encore une fois de la poterie, non pas pour boire mon thé, mais simplement pour créer une ambiance festive et pour créer une espèce de cercle dans lequel on va tous se retrouver.
Et puis, Heidegger nous dit aussi, on est jeté au monde. Alors ça, c'est le côté super terrible, c'est que on n'a pas choisi d'exister. C'est une espèce de hasard, c'est un espèce d'accident. On n'a pas choisi d'exister, et finalement, c'est un immense vertige. C'est ce que nous dira Sartre aussi. C'est le vertige existentiel. Et donc, on va vouloir donner du sens. On va vouloir donner du sens à la vie. On va vouloir donner du sens à notre existence. On va vouloir donner du sens à tout ce que l'on fait. Et donc, encore une fois, on va habiter le monde spirituellement, en donnant du sens aux choses. Et donc, quelque part, dans ma relation à une pièce de poterie, je peux me dire aussi, ah, ça, c'est la première tasse avec laquelle j'ai bu un café le premier jour où j'ai rencontré ma compagne ou mon compagnon. Ou je vais pouvoir me dire, ah, cette pièce, elle me raconte une histoire à moi, et donc quand je vais regarder la pièce, je vais me projeter dans un autre univers onirique, fantasmatique, ou ce que vous voulez. Mais ça fait partie de mon art d'habiter le monde. C'est donc l'habitabilité du monde qui est fondamentale dans le regard que l'on porte sur l'objet. C'est ce que Alain Findeli nous dit quand il dit le design est là pour améliorer ou au moins maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions, matérielles, sociales et spirituelles. Et donc, le geste de design va devoir d'abord comprendre l'habitabilité du monde, la question de l'habitabilité du monde, et donc on va utiliser une approche très transdisciplinaire et de la pensée complexe chère à Edgar Morin pour comprendre cette histoire, la vie de l'utilisateur et sa façon d'habiter le monde, et y porter un regard critique. Alors le regard critique, c'est quoi ? C'est à la fois, on ne va pas prendre pour acquis tout ce qu'on va nous raconter sur l'art d'habiter le monde, on va aller systématiquement questionner ce qu'on nous raconte, mais on va aussi porter un regard critique en disant, dans la situation actuelle, l'habitabilité du monde, elle n'est pas optimale, il y a un truc qui ne marche pas, il y a des trucs qui ne sont pas bien, et il y a des opportunités d'aller améliorer. Et c'est ainsi qu'on va commencer à réfléchir la relation entre l'objet et l'utilisateur. Mais on va se rappeler d'autres choses. On va se rappeler d'Oderling, poète allemand, qui disait « L'homme habite le monde en poète ». On dirait aujourd'hui « L'humain habite le monde en poète ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre relation à l'objet, notre relation aux choses, notre relation à tout ce qui nous entoure est sensible. Alors elle est sensible puisqu'elle vient des sens, elle est sensible puisqu'elle est du ressenti, elle est aussi sensible parce qu'elle est issue de représentations. Et donc il y a tout un univers symbolique aussi qui vient dans la relation que l'on a au monde. Si je vous parle de Christmas Cake, vous habitez en Angleterre ou dans le nord de la France, dans le Boulonnais, mais évidemment ça va immédiatement vous parler de fêtes, de repas de Noël et d'un univers de fêtes. C'est une relation sensible que l'on peut avoir à l'idée du Christmas Cake. Pour le design, améliorer l'habitabilité du monde ne suffit pas. On va améliorer l'habitabilité du monde, mais on va faire aussi attention à ce que l'objet que l'on va penser, l'objet que l'on va créer, mette en œuvre cette relation extraordinairement sensible entre lui-même et l'utilisateur. Et donc ça va nous donner, je vous ai dit au début, finalement la pensée du design, c'est une pensée de l'objet. Ça va nous donner des questions. Ça va nous donner les questions fondamentales à laquelle on cherche toujours à répondre quand on design une solution, quand on fait un projet d'innovation par le design. Alors quelles sont ces questions ? Vous les retrouvez là. Finalement la première chose, je vais me dire, ok, on me demande de réinventer un objet, on me demande d'inventer quelque chose. Quelle est la place de cet objet dans la vie de l'utilisateur ? Quelle est la place dans sa vie matérielle, dans sa vie sociale, dans sa vie spirituelle ? Finalement, à quoi il sert et en quoi ça l'aide à être au monde ? Et puis finalement, quel est son projet aussi ? Quel est le projet qu'il a quand il veut utiliser l'objet ? Lequel projet peut dépasser le simple cadre de l'objet, puisque le projet, il est dans ses relations au monde, dans sa volonté de transformer quelque chose dans le monde pour le rendre plus agréable, plus joyeux, plus beau, plus tout ce que vous voulez. Et de tout ça, finalement, on va se dire, ok, l'objet aide à vivre au monde, l'objet est en relation avec la vie de l'utilisateur, et comment tout ça on peut le transformer, comment on peut améliorer l'habitabilité du monde. Première grande série de questions. Comment faire de ce monde un endroit mieux, plus habitable, donc dans lequel il est plus facile, plus beau, plus agréable, plus ce que vous voulez d'être, à travers l'objet qu'on va inventer. Et en même temps,
On n'oublie pas que la relation qui s'établit entre l'objet et l'usager dépasse le simple cadre stricto sensus fonctionnel. Elle est sensible. Et donc, on va se dire, mais finalement, quelle sensibilité on va donner à l'objet ? Ou dit autrement, quel récit on veut que l'objet porte, quelle histoire on veut que l'objet raconte à son utilisateur, quelle est son âme dans cet objet. Et finalement, en quoi ça va nous aider à créer une relation dans le sensible, de dire cet objet n'est pas simplement qu'utile, il peut être beau, mais il me plaît, il me raconte, il devient un compagnon, il devient un véritable compagnon de vie. Et c'est là que se trouve l'essence de la pensée du design quand le design voit l'objet. Et donc c'est ça qui va gouverner finalement la capacité du design à apporter de l'innovation radicale, à apporter des idées différentes, puisque ça va venir d'un questionnement qui est assez radicalement différent du questionnement habituel. Concrètement, comment on le fait ? Eh bien concrètement, comment on le fait ? On va évidemment, dans un premier temps, dans tout projet d'innovation par le design, on ne va surtout pas commencer par chercher à avoir des idées. C'est la meilleure façon de ne pas bien faire. On va chercher fondamentalement d'abord à poser la question de la relation entre l'objet et l'usager, la place de l'objet dans la vie de l'usager, le projet de l'usager et comment finalement tout ça va questionner l'habitabilité du monde. Et donc on va faire de la recherche. Et pour faire de la recherche, on va utiliser des ressources qui s'appellent de l'observation. Finalement, si l'usager est au monde, on va aller le voir, être au monde. Donc on va aller observer les utilisateurs, utiliser les choses qu'il y a aujourd'hui. On va aller mener des entretiens. Alors les entretiens, ça ne va pas dire qu'est-ce que tu veux qu'on change ou quel est ton besoin, puisque comme vous l'avez vu, je ne parle pas de besoin. Les entretiens vont porter justement sur la compréhension de l'être au monde de l'usager, comment il est au monde, comment il vit, qu'est-ce qu'il fait avec l'objet, en quoi l'objet est important pour lui dans sa vie. Et puis, on a énormément de ressources, de bibliographie. Et comme je vous l'ai dit, on est dans une approche très transdisciplinaire, alors sacré gros mot, la transdisciplinarité, mais ça veut dire que dans les ressources qu'on utilise, on ne va pas se contenter de faire de l'étude de marché ou des choses comme ça, mais on a aussi énormément de ressources. On a l'art, on a la littérature, on a la culture, on a évidemment toutes les sciences humaines, toutes les humanités, qui vont nous enseigner des éléments sur la relation qui s'établit entre l'objet et l'usager. De tout ça, on va se développer une ambition. Notre ambition, c'est finalement la description de ce que l'on veut changer dans le monde. On dit assez souvent en design, on aime bien les mots en design, on dit que le monde est un projet, et donc quelque part, on va se fixer une ambition, c'est que avant de savoir qu'est-ce qu'on va faire, on va se définir qu'est-ce qu'on veut changer. Qu'est-ce qu'on veut changer dans cette question de l'habitabilité du monde. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser toutes les ressources de créativité et de conception pour développer un concept, pour prendre des partis pris et fabriquer une solution. Alors, comment concrètement ça se met en œuvre ? J'ai choisi de vous le montrer à travers un véritable projet, un projet que j'ai mené en collaboration avec Milan Presse, un éditeur de presse toulousain, que je remercie de m'avoir autorisé à mentionner et raconter les projets. Milan Presse, un jour, vient me voir pour me dire « Il faudrait que tu nous aides », je connaissais déjà, on veut inventer un nouveau magazine, il n'existait pas, qui parle de science aux enfants de 8 à 12 ans. Alors, on va déployer notre méthode. On va d'abord se poser la question de dire mais quelle est la place de la science dans la vie des enfants de 8 à 12 ans ? On va d'abord se poser la question de dire quelle est la relation qui s'établit. Et on va se rendre compte d'un certain nombre de choses, c'est assez amusant. D'abord, on va se rendre compte que tous les enfants sont des scientifiques. Tous les enfants, sans exception, sont des scientifiques. Puisqu'ils passent leur temps à se poser des questions, ils passent leur temps à dire pourquoi. Et ils vont passer leur temps à essayer de trouver des réponses à leurs questions, ce qui est quand même la base de toute démarche scientifique. Et on va continuer, on va interroger des enfants. On va leur dire mais quelles sont les questions que tu te poses. Et c'est assez passionnant parce que ils nous ont envoyé des réponses, mais alors des questions métaphysiques incroyables. C'est d'où vient l'humanité, c'était qui le premier homme, passionnant comme question. Ça veut dire quoi mourir, pourquoi les dinosaures sont morts, il y a toujours un peu de dinosaures, ça leur plaît beaucoup, les dinosaures ils adorent. Mais ils ont des questions métaphysiques d'une profondeur assez incroyable. Et ce qui est passionnant, c'est que la réponse à ces questions nécessite une approche très très loin d'un simple critère purement technique ou technologique.
On continue notre recherche et finalement on se dit un des problèmes de la science, c'est la confusion entre le savoir et les opinions. La science est quand même un univers de savoir, et ce savoir, il vient d'une démarche scientifique. Et ce qui nous semble important, c'est un peu Étienne Klein qui dit « L'important n'est pas de dire aux gens que la Terre est ronde, l'important c'est que les gens sachent pourquoi on sait que la Terre est ronde. » Et c'est un peu quelque chose qui nous a gouvernés, on se dit, pour répondre à cette curiosité d'enfant, ce qui est important, c'est d'aller parler non pas d'opinion, mais de la quête du savoir. Et puis on finit notre recherche, on va aller interroger pas mal la sociologie pour se rendre compte qu'en France, enfin en Europe assez souvent, la science, elle est genrée. On genre la science et c'est une construction sociale. Il n'y a aucune raison quelconque que les petites filles soient moins intéressées que les petits garçons à la science. Et pourtant, on genre la science. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte pourquoi on genre la science. C'est que quand on parle de science aux enfants, et on est allé scanner un peu tous les autres journaux existants qui parlent de science, on leur parle en technique, on leur parle en technologie. On leur parle d'hyperloop, on leur parle de super... Et ce n'est pas les questions que se posent les enfants. Donc on mène toute cette recherche, on l'amène en allant interroger les enfants, on l'amène en allant interroger des scientifiques, on l'amène en allant interroger les propos d'Étienne Klein, on l'amène en allant interroger l'épistémologie, comment se forme le savoir scientifique, on l'amène en allant interroger la sociologie pour comprendre que la question de la science est une... Enfin, le fait qu'on dit que les petites filles ne s'intéressent pas à la science, c'est juste une construction sociale, il n'y a aucune raison particulière. Et toute cette recherche nous montre que d'abord, petit 1, on parle très mal de science aux enfants parce qu'on leur parle à travers de trucs de techno, ils se moquent de la technologie, ils ont des questions métaphysiques profondes. Et on va se rendre compte qu'il existe donc une opportunité d'améliorer à travers les magazines la façon dont on aborde la science et on va pouvoir se forger une ambition. Et l'ambition qu'on s'est forgée, c'est de se dire comment fabriquer un magazine qui va parler de science comme une quête de savoir et de façon dégenrée. Et on a donc conçu, on le voit bien ? Ce magazine, Curionautes des sciences, alors j'en suis super fier d'abord parce que j'y ai participé et que je suis créateur, donc forcément il y a mon ego dedans, mais derrière il a quand même été élu en 2019 par toute la profession des médias, meilleur nouveau lancement presse en 2019, donc il a été reconnu par la profession. Accessoirement aussi, il a pété les scores, les objectifs d'abonnement qui lui avaient été donnés. Alors, voyons bien ce magazine, il est extrêmement innovant. Pourquoi il est extrêmement innovant ? D'abord parce que le propos que l'on avait, l'ambition que l'on s'était donnée, était effectivement radicalement différente de ce qui se faisait d'habitude, parler de la quête de la science. Ensuite, dans sa forme, pour parler de la quête de la science, on a fait de la créativité, on s'est dit, comment parler de la quête de la science ? C'est assez simple, parler de la quête, c'est faire un récit. Et donc notre magazine, il ne va pas être comme d'habitude, comme tous les magazines, avec des articles, mais ça va être un récit. Et puisque c'est un récit, on va se donner un parti pris, c'est qu'il faut que ça soit joyeux, il faut que ça soit heureux, c'est quand même pour un univers d'enfants. Et donc on va créer quelque chose de joyeux, on va créer quelque chose de ludique, d'heureux dans un univers d'enfants, et puis on va continuer, on va se dire, si c'est un récit, c'est un univers d'enfants, et on va y mettre des héros, et donc on va créer nos héros, on va créer des personnages, et puis on va créer cette petite mascotte que vous voyez, qui s'appelle Curio, qui symboliquement, pour nous, représente l'espèce de l'inconscient de tous les enfants, le côté merveilleux que tous les enfants ont quand ils interrogent le monde, et cette espèce de conscience globale des enfants. Et on va fabriquer un magazine qui répond à une question, et une seule question. Et là, c'est le premier numéro, pourquoi la Terre est ronde ? Et qui va l'aborder selon toute une série d'angles de pensée, oups, ça je suis allé trop vite, toute une série d'angles pour répondre à cette question. Ainsi, vous voyez, on est bien passé, on avait fait notre recherche, la place de la science dans la vie des enfants, la relation que les enfants entretiennent avec la science, et finalement, notre esprit critique nous a permis de nous dire, mais on genre la science, c'est inacceptable. Notre esprit critique nous a permis de dire aussi, on parle de la science d'un point de vue technologie, et c'est pas la bonne façon de parler de la science. Et donc on s'est forgé notre ambition.
forger une ambition, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut changer, comment on veut améliorer l'habitabilité du monde. Donner aux enfants un magazine qui leur permettra d'avoir une autre relation à la façon dont on leur parle de la science. Et ensuite, on a conçu notre solution. On a levé un concept, on va raconter une histoire. On va avoir des héros qui vont vivre une aventure de quête de savoir. On va raconter une histoire. Puis on a pris des partis pris, ça doit être joyeux, ça doit être ludique, ça doit être heureux, c'est coloré, ça fera la part belle à l'illustration. Tout ça, c'est des partis pris. Et on a conçu ainsi notre solution. Et c'est comme ça qu'à travers un regard de designer, puisqu'on s'est posé la question de la relation de l'objet à l'utilisateur, et qu'on s'est posé la question de la place de l'objet dans le sensible, la mascotte crée une relation sensible au magazine incroyable. D'ailleurs, les enfants envoient à Milan Presse régulièrement des dessins de la mascotte, ce qui prouve bien qu'ils ont une relation avec cette mascotte qui va au-delà de simplement c'est le personnage qui est dans le magazine. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir apporter de l'innovation par le design et de créer un magazine qui ne respecte pas les structures habituelles des magazines, mais qui a du succès, puisqu'on a fait 170% de nos objectifs. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je commence déjà à être en retard, mais je vais très très vite terminer, promis. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Comme on le voit, ce n'est pas une question pour moi d'utilisation d'outils. Je n'oserais pas vous dire, moi, on n'a utilisé pour faire ce projet, aucun des outils classiques. Mais c'est une question de questionnement, de se poser les bonnes questions, la place de l'objet dans la vie de l'usager, cette place matérielle, sociale et spirituelle, le projet de l'usager, l'habitabilité du monde, et puis finalement l'âme, l'esprit de l'objet et sa position dans le sensible. Et en se posant ces questions-là, et en y portant les réponses avec une démarche fondée essentiellement sur de la recherche, parce que pour répondre à des questions, on fait de la recherche, puis à une construction simple, créative et de conception, on aboutit à de l'innovation fondamentalement radicale. Voilà pour ce que je voulais vous dire, et je crois que maintenant c'est l'heure des questions. Merci beaucoup Julien. Alors nous avons quelques questions, notamment une question d'Elena qui souligne que nous avons utilisé le design thinking dans l'aménagement des espaces de travail à travers le design des objets. Est-ce qu'on peut utiliser le design thinking pour transformer également des processus de travail ? La réponse est oui. Ça s'appelle du design des organisations. Donc on peut designer des processus, on peut designer des ressources humaines, on peut designer tous ces éléments-là. Au fond, fondamentalement, un processus de travail, on peut en avoir une vision purement scientifique, c'est l'atteinte de l'objectif, mais on peut avoir aussi une vision de designer qui est de dire est-ce que les gens sont heureux dans leur processus de travail ? Est-ce que le processus de travail les aide à faire ce qu'ils ont envie de faire ? Et finalement, on peut interroger les relations au travail à travers le prisme de l'être au travail. J'ai mené moi personnellement aussi des projets en RH où on a repensé des processus RH complets à travers un regard de design. Et la question de se dire finalement c'est quoi le projet on a refait par exemple quelque part l'entretien de fin d'année en se disant mais c'est quoi le projet du manager et de l'employé dans l'entretien de fin d'année. On se rend compte que c'était pas du tout ce qu'il voulait faire n'était pas du tout ce qui est proposé par l'entretien de l'année et on le refonde. Donc il y a a priori j'ai envie de dire, après c'est pour défendre aussi ma soupe, mais il n'y a pas de limite à ce qu'on peut designer à partir du moment où il y a un être humain. Dans un processus de travail, il y a un être humain, il faut qu'il ait envie de le faire le processus. Une des meilleures façons de bloquer une entreprise, c'est d'appliquer à la lettre les processus de l'entreprise. Et donc il faut prendre en compte ce facteur humain du plaisir, de l'intérêt, de la réalisation de soi dans le processus. Donc on peut designer des processus. Alors, une autre question, peut-on parler du concept du care avec le design thinking ? Alors, le concept du care, c'est pas mon domaine d'absolue familiarité, mais c'est l'art de prendre soin de l'autre. On va pouvoir interroger... Quand on prend soin de l'autre, c'est intéressant parce qu'on établit en fait entre deux personnes une relation. Et à partir du moment où il y a relation, il peut y avoir une pensée de design qui consiste à dire dans celui qui donne et dans celui qui reçoit, quel est le projet quel est le projet de celui qui donne. Et des fois, c'est assez surprenant. On va se rendre compte que la raison pour laquelle je veux prendre soin de l'autre ne sont pas forcément toujours celles que l'on croit. Mais on peut tout à fait se dire quelle est la raison pour
pour laquelle je donne et quelle est la raison pour laquelle je reçois. Tout comme on peut se poser la question de dire qu'est-ce qui rend acceptable de recevoir. C'est pas facile pour tout le monde de bénéficier de la bienveillance des autres. Parce que bénéficier de la bienveillance peut être perçu comme une forme de faiblesse ou comme une forme de domination. Je pourrais reparler de Bourdieu, de Foucault. Et donc, quelque part, oui, si on veut rendre positif une action d'accompagnement de l'autre, on peut se poser la question de dire quelle est l'humanité des deux personnes. Parce que des fois, le care peut aboutir à l'exact opposé de ce qu'il veut. C'est-à-dire, celui qui donne, il cherche une réalisation de soi. Celui qui reçoit, il voit de la condescendance et ça met le care en l'air. Merci Julien. Une autre question de Claire. Ce travail de design thinking peut-il être délégué pour la partie recherche par une start-up à une société d'études de marché ? Là, ouais, mais la question elle est tordue parce que je vais pas vous dire que oui, parce que dans ces cas-là, c'est mon business que je mets à l'eau. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a le design thinking qui est mené par les entreprises d'études de marché. Le problème, c'est que quand vous faites de l'innovation, en théorie, le marché n'existe pas encore. Si le marché n'existe pas encore, l'étude de marché, elle ne peut pas marcher. Excusez-moi de ce jeu de mots tout pourri. Donc, petit 1, je ne conseille pas de déléguer. Parce que la phase de recherche est en fait, si je prends la théorie de créativité, la phase de recherche est l'initiation de la créativité. Donc en fait, elle génère dans les personnes qui font de la recherche une pensée qui débouchera sur les options de solutions. Donc si vous déléguez ça, vous vous coupez de la possibilité d'avoir une créativité intelligente. Après, je conseillerais de faire cette phase de recherche avec un esprit de designer et pas un esprit de société d'études de marché. Justement pour aller questionner autrement la relation. Enfin, quand on a fait les magazines avec Milan, les études de marché nous racontaient d'autres histoires sur ce qu'on devait faire. On a osé faire des magazines différents parce qu'on a porté un regard différent. Pour peu que ce regard crée de la valeur, après ça vend quelque part. Donc je ne conseillerais pas, non pas parce que je défends mon business, de faire de l'étude de marché à l'extérieur pour deux raisons. D'abord, ça vous coupe votre propre créativité. Deuxièmement, c'est pas une étude de marché qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est une étude d'humanité. C'est l'humanité de l'utilisateur dans sa relation à l'objet et dans son habitabilité du monde. Merci Julien. Une question de Lucie. Comment appliquer le design thinking à la création d'un service ? Tout naturellement, le service est c'est un objet qui se design puisque quelque part, les services est un intermédiaire de relation entre un fournisseur de services et un client de service. Donc, on va aller se poser la question. Là, je suis en train de vous rendre un service. Là, précisément, je suis en train de vous rendre un service. Et donc, je peux me dire, je peux essayer de comprendre en quoi le service que je vous donne va vous aider à mieux habiter le monde ou à mieux faire votre travail, à mieux faire de l'innovation. Donc je peux à partir de ce moment-là designer. Après, quand on est dans du design de service, il y a des tonnes de ressources qui existent sur le design de service. On va avoir un certain nombre d'outils particuliers pour mieux comprendre comment le service est donné. On a des parcours utilisateurs, on a des touch points, on a une réflexion avec un élément fondamental qu'on n'oubliera jamais, c'est que le service est immatériel. Tout ce qui est immatériel, psychologie humaine, tout ce qui est immatériel, on a une tendance à ne pas y porter grande attention. Donc n'oubliez jamais quand vous faites du design de service à essayer de rematérialiser le service rendu. Quelque part quand vous partez en vacances, vous aimez bien se ramener des souvenirs de vacances ou des cartes postales. Imaginez, c'est pas la même chose quand vos grands-parents vous donnent votre premier billet de 10 € ou quand il vous met une cagnotte litchi en ligne pour avoir 10 €. Vous n'aurez pas la même relation. Donc on va avoir, quand on va designer le service avec une pensée designer, des considérations comme ça, de dire rematérialisons. Mais le service, tout ce design, vous savez que la signature sonore que vous avez à la SNCF quand ils vont vous annoncer que le train a une demi-heure de retard comme d'habitude, elle a été designée. Le bruit qu'une portière de voiture fait quand elle se referme, c'est designé pour vous donner le sentiment que c'est un bruit de coffre-fort, donc pour vous donner le sentiment de sécurité. Donc tout ce design, à partir du moment où on va se poser la question de dire comment je rends le service, mais à quoi il sert le service et quelle est la place du service dans la vie des gens. Julien, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots justement sur les outils ? Nous avons d'ailleurs une question de Kevin. Avez-vous des références d'applications ou logiciels ayant utilisé le design thinking ?
Je ne suis pas le plus doué en matière de référence d'application ou de logiciel. J'ai une tendance, comme vous pouvez le voir là, moi quand je prépare une conférence, c'est un papier et un crayon. C'est peut-être le meilleur outil du monde. Très sérieusement, et je vais le dire sans rigoler, le papier et le crayon, c'est peut-être le meilleur outil du monde. Après, il va y avoir des logiciels spécialisés dans des domaines spécialisés du design. Si vous faites du design numérique, vous allez pouvoir utiliser des logiciels ad hoc de design numérique. Si vous êtes architecte, vous allez utiliser des logiciels d'architecte. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a plein de références en matière d'outils. D'ailleurs, on a fait ensemble avec BPI Université un certain nombre de vidéos en ligne qui mentionnent les outils. Vous avez les publications de plusieurs D-School en France. La D-School des ponts et chaussées parle pas mal d'outils de façon intéressante. Donc encore une fois, la fiche persona qui nous permet d'écrire la psychologie, la personnalité, la personne de notre utilisateur, le parcours utilisateur qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe pendant, qu'est-ce qui se passe après l'utilisation de l'objet, et finalement quelles sont toutes les interactions, et à chacune de ces interactions, comment améliorer cette interaction. On va voir les cartes d'empathie développées par Stanford qui vont nous aider à comprendre finalement qu'est-ce que pense, qu'est-ce que dit, qu'est-ce que fait, qu'est-ce que ressent l'utilisateur pour essayer de voir en quoi ça génère des tensions. Donc tous ces outils existe, il y a beaucoup de ressources en ligne. Le design thinking, comme j'essaie de vous le montrer, n'est pas pour moi, en tout état de cause, je ne suis pas forcément très corporate en disant ça, mais pour moi, le design thinking n'est pas une question d'outil. Et le meilleur outil qui soit, ça reste fondamentalement la discussion, le dialogue, le papier et le crayon. Est-ce que vous avez un livre référence, Julien, à nous conseiller pour une approche du design thinking inspirante ? Livre référence, on pose assez souvent cette question. J'en ai pas, mais j'ai toute une série de lectures que je peux conseiller. J'ai mentionné Don Norman, The Design of Everyday Things. C'est important parce que la plupart du temps, comme vous l'avez vu, le design thinking, c'est du design centré sur l'humain. Don Norman, c'est l'inventeur, enfin le penseur du design centré sur l'humain. Donc c'est une ressource extrêmement importante pour comprendre le design. On a un certain nombre de livres. Il y en a un qui s'appelle sur justement le design thinking, j'ai oublié les références, je suis désolé. Moi personnellement, plus que les outils, l'essentiel de mes lectures, c'est des lectures en philosophie, en psychologie, en ethnologie, en anthropologie, tout ce qui va m'aider à comprendre cette relation. Donc je vais préférer, plutôt qu'utiliser l'outil, le livre subtil, d'aller lire Edgar Morin dans sa pensée complexe, d'aller lire Bourdieu dans ce qu'il va me raconter sur les habitus, d'aller lire Heidegger, comme je vous l'ai dit, ou au pire d'aller sur Coup de fil de Cyrus North, qui nous permet, c'est des vidéos YouTube, c'est vachement bien fait, et en 5 minutes comprendre ces concepts-là. S'il y a des lectures à faire, j'ai envie de dire, ce qui va vous apporter de la radicalité dans votre innovation, et c'est bien mon objectif, c'est pas l'outil. C'est d'aller chercher autrement les questions, et ces questions autrement, allez lire Bourdieu, allez lire Heidegger, allez lire de la socio, de la psycho, de l'ethno, allez lire Lévi-Strauss, allez comprendre l'anthropologie structurelle, m'apportera beaucoup plus qu'une lecture du livre clé, du livre magique qui va me permettre de faire du design thinking. Pas les réponses qu'ils veulent, je sais, mais... Eh bien, nous arrivons à la fin de cette masterclass. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation très riche. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Vous pourrez retrouver le replay de cette masterclass sur YouTube et également sur le site bpifrance-université.fr. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations et plus d'informations sur le design thinking avec Julien qui a présenté donc des formations sur le design thinking et parmi d'autres formations. Merci à tous. Julien, je vous laisse le mot de la fin. Je dis beaucoup, n'utilisez pas les outils. En réalité, les outils sont extrêmement importants pour être sûr que on questionne bien complètement ce que l'on fait. Mais encore une fois, pour moi, ce qui va être clé, c'est pas tant l'outil que le geste et la pensée. Donc, utilisez l'outil pour vous garantir de faire bien. Mais faire bien n'empêche pas de penser bien. Et penser, c'est au-delà de l'outil. C'est bien dans un questionnement différent sur, pour le designer que je suis, l'habitabilité du monde. Merci beaucoup. Merci à tous.